Nationalisme français contre impérialisme prussien. La rivalité ne cesse de croître entre Paris et Berlin. Avec Eugène Haussmann et James Obrecht, les deux capitales sont en pleine métamorphose. Paris a changé de visage, avec le percement de plusieurs dizaines de grandes avenues. Au même moment, Berlin devient une capitale industrielle et s'apprête à surpasser Paris. Avec Bismarck et Napoléon III, les deux villes sont désormais à la veille d'un nouvel affrontement. Otto von Bismarck, ministre-président du Royaume de Prusse. En trois guerres, contre l'Autriche, le Danemark et bien sûr la France, il va créer l'Empire allemand. L'unité allemande, elle sous-entend l'hégémonie continentale de l'Allemagne. Donc à partir du moment où l'Allemagne se pose en puissance hégémonique sur le continent, elle ne peut faire l'économie d'un affrontement avec la France. 1870, 800 000 soldats allemands contre 265 000 Français. En fait, on retiendra de la guerre de 1870 ce qu'on appellera pendant des décennies la bravoure malheureuse. La France a perdu la guerre, certes, mais ses soldats, sur le terrain, ont joué d'égal à égal avec leurs vainqueurs et lui ont fait extrêmement peur. Et les barbares, pour les Prussiens, c'est les Français. Septembre 1870. Les soldats allemands sont aux portes de Paris. Et ils ont un allié de poids dans le siège qui commence. Alfred Krupp et ses redoutables canons, présentés à Paris quelques années plus tôt, lors de l'exposition universelle de 1867. L'enceinte construite en 1840 autour de Paris, à l'initiative d'Adolphe Thiers, n'a donc aucune efficacité. Positionnés à l'extérieur, les canons d'Alfred Krupp pilonnent la ville, au rythme de 2 obus par minute. Ils peuvent atteindre des cibles situées à plus de 2 km. En à peine 6 mois, l'Allemagne a écrasé la France. Une des possibilités pour humilier la France était d'aller à l'endroit où se cristallise la grandeur française, c'est-à-dire Versailles. Versailles, depuis le XVIIe siècle, l'expression de la puissance française sur l'Europe. Les plafonds de la Galerie des Glaces racontent en effet les conquêtes de Louis XIV, en direction des provinces du Saint-Empire romain germanique, des territoires qui, pour la plupart, font partie de la Nouvelle-Allemagne. C'est ici que naît l'Empire allemand, avant même la signature de l'armistice avec la France. Il est proclamé en présence de Bismarck, le stratège qui l'a rendu possible, de l'empereur Guillaume Ier et de son fils et successeur, Frédéric III. La référence à Louis XIV est volontaire. C'en est fini du Saint-Empire romain germanique morcelé et donc impuissant à lutter contre l'hégémonisme continental français. L'Empire allemand revient sur certaines des conquêtes de Louis XIV, à l'est de la frontière française. L'Alsace et une partie de la Lorraine ont été intégrés au Royaume de France à la fin du XVIIe siècle. Elles reviennent à l'Allemagne 2 siècles plus tard, et par cette annexion, mettent un point final à la constitution de l'Empire, telle que l'a voulu Bismarck. D'autant que Paris connaît immédiatement après la défaite
la guerre civile. Deux France sont face à face. La France de Versailles et la France de la Commune de Paris. La Commune est une tragédie parce qu'elle survient sous le regard des vainqueurs, que c'est une guerre civile, que des Français tuent des Français, que des soldats français sont libérés de leur camp de détention en Allemagne pour aller tuer d'autres Français, et que cette insurrection va s'achever par un bain de sang, la fameuse semaine sanglante, au cours de laquelle des milliers d'hommes vont mourir, et au cours de laquelle une partie, et sans doute la plus prestigieuse du patrimoine architectural parisien, sera détruite. Dans l'Opéra Royal de Versailles, où sont réunis les députés nouvellement élus, Adolphe Thiers préside le bloc majoritaire. Il veut la paix et accepte de payer les dommages de guerre au nouvel empire allemand. 5 milliards de francs or, un montant considérable. Mais à Paris, on s'y refuse. Les communards ont clairement menacé les Versaillais de mettre le feu à la ville tout entière si jamais ils pénétraient dans Paris. C'était une sorte d'argument jusqu'au boutiste. Si vous essayez de réprimer la Commune ne laissera derrière elle qu'un champ de ruines fumantes. Les Versaillais ignorent les avertissements. L'armée prend la capitale. En une semaine, la Commune est écrasée. Une semaine terrible qui laisse le cœur de Paris en cendres. L'incendie du château des Tuileries, qui est le plus spectaculaire, parce que c'est évidemment le grand monument manquant aujourd'hui de Paris. Des grandes administrations, le Conseil d'État, la Cour des comptes, des lieux qui représentent la construction de la société bourgeoise comme la Légion d'honneur, des incendies de maisons privées aussi, qui sont contaminés par les incendies. Il y a eu des grandes destructions rue de Lille, par exemple. Et puis une chose à laquelle peut-être on pense moins, c'est que tous ces monuments incendiés n'étaient pas vides. Incendie de la bibliothèque de l'Hôtel de Ville, 200 000 ouvrages brûlés avec des manuscrits. Incendie des archives, archives de la ville de Paris avec toute la mémoire du peuple de Paris qui est brûlée, ce sont les registres de l'état civil. Et nous n'en avons plus que des copies par bribes en réalité. Et donc la Commune anéantit aussi la mémoire des pauvres, la mémoire du peuple. L'Hôtel de Ville, un palais Renaissance construit au XVIe siècle. La façade sera reconstruite, mais pas les intérieurs, disparus à jamais. Le palais des Tuileries, signé par l'un des plus grands architectes de la Renaissance, Philibert Delorme. Napoléon III venait d'y faire d'importants travaux, le reliant au palais du Louvre. Ses splendeurs sont parties en fumée. Le palais des Tuileries, c'était un des plus beaux, avec le Louvre, c'était le plus beau palais de Paris quand même. C'était la résidence des rois d'ailleurs. Ils habitaient pas tellement au Louvre, ils habitaient aux Tuileries. On n'a jamais détruit pour des raisons politiques autant d'immeubles qu'en mai 71, beaucoup plus que sous la Révolution, sans commune mesure. Évidemment, on a essayé de justifier après coup ces incendies en expliquant qu'ils n'avaient été allumés que pour retarder l'avance des armées versaillaises. Mais ça, c'est Marx qui l'a dit 2 mois ou 3 mois après la Commune devant le Conseil de la Première Internationale, mais c'est archi faux. Il y a vraiment une destruction très impressionnante, très brève, très violente, qui a stupéfait l'Europe entière, parce que l'Europe, elle était venue voir cette ville au moment des expositions universelles. Toute l'Europe a défilé à Paris en 1855, en 1867, pour voir la ville lumière, la plus belle ville du monde, et puis tout d'un coup, on ouvre son journal et on découvre que ces fous de Français sont en train de détruire leur propre capitale. Et ça va frapper les esprits. Ça va aussi engendrer, c'est peu connu, mais un tourisme des ruines. L'agence Thomas Cook va organiser des voyages
à Paris pour que les Anglais viennent voir Paris détruit par son propre peuple. Une défaite militaire, une révolution avortée, Paris est à genoux.